Bonjour à tous. Alors, petit détour aujourd'hui par l'éducation populaire, hein, donc c'est le thème de ce vendredi, puisqu'on voit qu'on partage de nombreux objectifs avec les bibliothèques et l'éducation populaire, notamment l'accès à la culture, à la lecture comme outil d'émancipation, la participation citoyenne, la lutte contre les inégalités, d'où l'importance d'être partenaire pour s'enrichir mutuellement. Et par exemple, nous, à la médiathèque départementale de la Haute-Garonne, on essaie de tisser des liens justement avec ces structures d'éducation populaire comme les MJC, les foyers ruraux, les Francas, etc., en proposant des formations. Et aujourd'hui, euh, on va voir plus particulièrement les méthodes d'animation utilisées par l'éducation populaire, qui sont très participatives et dont on peut s'inspirer. On va voir qu'elles sont arrivées aussi en bibliothèque. Alors, on aura d'abord un premier témoignage avec Élie Bonifay de la médiathèque de Sète, qui va nous parler des bibliothèques vivantes. Donc, une bibliothèque vivante, pour éclaircir le concept qui a été créé en 2000 au Danemark, c'est une bibliothèque de livres humains, donc des personnes qu'on va rencontrer, donc pas des livres, mais des personnes, et souvent des personnes issues d'une population, on va dire, discriminée, et qui souhaitent partager leur récit de vie. Et donc, ça va créer du lien social, ça participe à la lutte contre les préjugés, aussi, ça met en avant les habitants. Et donc, J'avais prévu d'en parler un peu, mais c'est très bien voilà, expliqué c'est du Élie coup. Merci. qui en parlera davantage, sachant que ça existe en animation clé en main avec des associations qui proposent une bibliothèque vivante toute faite, enfin toute prête avec des personnes, voilà, des livres humains. Il y a par exemple l'association Avec ou la Bibliothèque humaine à Toulouse. Et puis, il y a des bibliothèques qui créent leur propre bibliothèque vivante, comme vous le présentera Élie. Et puis, on aura un deuxième témoignage avec Hélène Mansu de la médiathèque de l'Odève sur la méthode de l'arpentage, qui là est plus une méthode de lecture collective, où en fait, plusieurs participants vont se partager la lecture d'un livre, lire leur partie, et chaque lecture va s'enrichir des autres, donner lieu à une discussion. Et voilà. Donc, deux témoignages qui vont être passionnants, et je laisse du coup de suite la parole à Élie. Donc, enchanté tout le monde, je m'appelle Elie Bonifay, je travaille à la médiathèque André Malraux de Sète, parce qu'en fait on a deux médiathèques sur Sète, la médiathèque du centre-ville qui s'appelle François Mitterrand et la médiathèque André Malraux où je suis, qui est une médiathèque en quartier prioritaire. Voilà. Et je viens vous parler donc de notre mise en place des bibliothèques vivantes et de la façon dont on l'a un peu adapté à notre structure. Alors c'est la première fois que je parle devant autant de personnes, donc désolé si parfois avec le stress je parle un peu vite, je répondrai de toute façon aux questions s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires. Je voulais commencer avec un petit rappel de ce qu'était une bibliothèque vivante. Alors Hélène l'a déjà très bien fait, mais voilà, c'est un projet qui a été mis en place en 2000, je crois, au Danemark, par Ronny Abergel ou Abergel, je pense que je vais écorcher son nom. Ça ressemble un peu, j'ai envie de dire, à du speed dating pour casser les stéréotypes. Donc c'était vraiment des personnes qui se rencontraient entre elles pour aller les unes au devant des autres. C'est un brise-glace social et c'était vraiment l'idée voilà, de casser des frontières au niveau des préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres et de créer de la rencontre. Euh, Voilà, je vais pas étoffer puisque voilà, Gaël a déjà très bien expliqué. Euh, mais c'est quelque chose qui s'est pas mal décliné justement dans plein de pays. Ça a eu beaucoup de succès. On en a en France, on en a en Australie, on en a vraiment tout autour du globe. Et il y a des permanences qui sont dédiées à ça vraiment. Nous, en l'occurrence, on n'est pas une permanence, on est une médiathèque. Donc, ça fait partie d'une de nos animations. Hop. Alors, donc je voulais d'abord parler de notre médiathèque qu'on voit là en photo. C'est un lieu déjà de rencontre et d'éducation populaire. On a vraiment cet héritage culturel-là qui a été mis en place au fil des années par les différents collègues qu'il y a eu, les différentes directions qu'il y a eu. On a toujours gardé un peu cet ADN. Donc, je voulais vous montrer d'abord, bon,
quelques photos de la structure qui est que de plein pied. Donc on a vraiment toujours cette idée d'être dans le mélange, dans la rencontre, dans l'échange. Donc là, on a notre secteur adulte, avec notre espace presse à droite et à gauche, notre espace roman, bande dessinée, etc. On a l'espace jeunesse avec un coin pour les tout petits, toujours en favorisant la rencontre avec l'autre, la rencontre des familles entre elles, qui sont soit des familles du quartier, soit des familles qui viennent du centre-ville ou d'autres communes aux alentours. Et on a aussi également un patio extérieur qui est très pratique quand on veut organiser notamment des restitutions, des petits concerts, ce genre d'événements, avec nos magnifiques jardinières tout à gauche, qui ont été l'occasion aussi de faire du collaboratif au niveau des ateliers de jardinage. Donc ça fait aussi partie de ce qu'on fait. On est assez éclectique dans nos animations et je voulais justement montrer un peu des animations. On est vraiment parti à la rencontre, pas que des usagers qui viennent à la médiathèque, mais justement du public au global. Donc les journées partenaires, qui est ce qu'on appelle une animation hors les murs, au milieu des HLM, où on va vraiment à la rencontre des gens et on essaie d'aller vers eux et pas que ce soit uniquement eux qui viennent chez nous. Euh, Printemps des petits, où pareil, on se déplace dans les écoles aux alentours, à la rencontre des familles qui n'ont pas forcément l'habitude de venir en médiathèque. Là, on a trajectoire singulière, donc je vais reparler de ce projet un petit peu après. Donc là, c'était une pièce de théâtre mise en place avec des classes de SECPA, ou avec une classe, je ne sais plus exactement, en 2023, à la Passerelle, qui est un espace culturel vraiment collé à la médiathèque, qui est très utile quand on veut faire des restitutions, des spectacles, etc., sur une scène un peu plus faite pour ça que ce qu'on a, nous, dans notre structure. Et un projet de théâtre, là, juste à droite, avec POC. Je ne sais plus exactement ce que ça signifie. C'est une structure dont s'occupe ma collègue Mariam Ferdioui, qu'on voit au milieu. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris, mais en tout cas, elle est vraiment au milieu cette assemblée là qu'on voit à droite. C'est un projet de théâtre avec des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire du théâtre, qui ne sont pas forcément en France depuis très longtemps et qui parfois même voilà parlent pas forcément très bien français. Et c'était l'idée de leur donner accès au théâtre sans passer par une formation particulière, etc. Bref. Donc on aime beaucoup aller à la rencontre de notre public, collaborer avec notre public, le lire au café, hein, qui est un, un moment où des lecteurs sélectionnent des livres que nous allons après proposer, une sélection qu'on propose dans nos nouveautés, par exemple. Et le projet Cuisine-moi une chanson, qui est un projet où on fait chanter nos usagers à la fin de l'année. Hein. Tous les mardis, ils viennent faire une sorte de chorale dans la médiathèque et à la fin, institution, encore une fois, sur la scène de la passerelle. Donc on aime aussi aller vers les autres lieux culturels, hein. On n'est pas tout le temps que dans la médiathèque. Je passe un peu vite pour pas être trop long, mais voilà, c'était une idée, pardon, une, une volonté de ma part de vous proposer un peu un panorama de ce qu'on fait en dehors des bibliothèques vivantes. Euh, il faut savoir que les bibliothèques vivantes, ça vient pas de nulle part. C'est une filiation chez nous avec un projet qui s'appelait Trajectoire singulière, dont j'ai parlé un peu plus en amont. Alors il y a eu la version avec les jeunes, j'ai envie de dire, avec les collégiens. Et là, il y avait la version un peu principale qui était une collecte de portraits, de témoignages de vie, qui a été mise en forme sous forme de livret, avec une photo et un texte sous chaque photo. Et il y a eu une restitution à la fin, encore une fois sur la scène de la passerelle, euh, avec parfois des participants qui étaient là pour lire leur texte. Parfois, certains d'entre eux n'étaient pas malheureusement encore de ce monde pour le faire ou n'étaient plus sur place. Ça a été fait donc avec ma collègue Mariam Ferdioui, qui a été après à l'initiative des bibliothèques vivantes, donc qui est tout à gauche sur la photo de gauche, qui témoigne avec justement une personne du quartier qui est venue offrir son témoignage de vie. Et on avait Juliette Mézinc, qui est tout à droite, qui est une écrivaine, si je ne me trompe pas, qui s'est aussi occupée des portraits photos et qui a mené ce projet avec Mariem et notamment a participé énormément à la mise en forme des textes. Moi, j'ai moi-même participé, non pas à tout le projet, mais à la restitution du projet
sur la scène de la passerelle. Et c'était une expérience formidable. Et Mariem, ça lui a vraiment donné l'idée, en m'intégrant à ce projet, on adapte la formule des bibliothèques vivantes à notre structure. Mais c'est important, voilà, de voir un peu d'où ça part, parce qu'on est déjà dans le témoignage de vie, dans l'aller vers l'autre, dans le fait de casser, de briser la glace, de casser les stéréotypes, puisqu'on a vraiment des profils très différents sur trajectoire singulière également. Hop. Donc nos objectifs qu'on a eu avec les bibliothèques vivantes, c'était d'abord adapter le livre vivant à notre structure, c'est-à-dire comment faire pour que cette formule de rencontre face à face, de personnes qui viennent témoigner en face d'une autre personne qui viendrait, entre guillemets, l'emprunter, soit adaptée adaptée à notre structure, sachant que on n'a pas du tout l'habitude de mettre en place ce genre d'atelier et qu'on avait peur de ne pas attirer du public si on le mettait en forme en proposant du face-à-face. Donc, notre volonté, c'était également de créer des rencontres et du lien avec le public. Alors, le lien avec le public, j'ai envie de dire, c'est un peu la norme. Quand on propose des animations en médiathèque ou même quand on a une médiathèque, on va forcément vers notre public. Par contre, créer des rencontres de personnes entre eux qui sont plus ou moins familières avec la médiathèque, c'est pas forcément évident et c'était le point sur lequel on se concentrait le plus. On voulait également attirer des profils variés. C'est un peu l'essence des bibliothèques vivantes, hein, que des personnes qui soient différentes se rencontrent. Et nous, on s'est dit que ça serait l'occasion que des personnes qui aient l'habitude de venir en médiathèque, qui n'ont pas l'habitude, qui aient des origines différentes, qui aient des vies vraiment différentes, viennent se rencontrer à la médiathèque sans stress, sans peur de rentrer dans le lieu. Et évidemment, on voulait tester un peu cet atelier dans la perpétuation de notre héritage culturel qui est vraiment le collectif, le fait de légitimer les envies, les intérêts de notre public et de ne pas se positionner dans la verticalité professionnelle, publique, mais vraiment professionnelle qui propose aux gens de se rencontrer, qui propose de lui-même en tant que personne rencontrer son public. Hop, alors les débuts, le démarrage de ce projet, euh, ça a été d'abord trouver, donc comme je le disais tout à l'heure, trouver une formule qui soit assez confortable pour que les gens aient envie de venir témoigner et en même temps aussi de venir assister aux bibliothèques vivantes. Ça peut paraître évident, mais c'est quand même un point essentiel, un point central quand on met en place ce genre d'animation, d'atelier. Il faut que les gens se sentent à l'aise, mais des deux côtés. Donc, si on a envie que les gens aient envie de venir témoigner, il faut quand même qu'ils se sentent à l'aise pour le faire. Et pareil, s'ils veulent venir écouter. Donc, on a eu l'idée d'un cercle de rencontres plutôt que face à face. Alors, j'ai une petite photo de bibliothèque vivante après pour illustrer un peu ça, mais qu'est-ce que j'appelle cercle de rencontres? C'est-à-dire que on n'est pas dans le face-à-face une personne avec une personne. On n'est pas non plus dans la conférence où il y a vraiment la verticalité de une personne vient témoigner et il y a un public en face d'elle qui est frontalement venu écouter. Là, on est vraiment dans le cercle, dans le côté chaleureux de l'échange. Et c'est super important hein, quand on veut mettre en place ce genre d'atelier. Effectivement, il y a un équilibre entre la conférence et l'interview. On n'est pas là pour bombarder la personne de questions, mais on favorise également quand même l'échange. Donc le livre vivant va témoigner, mais on encourage aussi l'échange tout en respectant le rythme de son témoignage. Et en dernier point, on a pensé également à un ancrage thématique. Alors, qu'est-ce que j'appelle un ancrage thématique? Ben, c'est un prisme qui nous permet, nous, au niveau de notre communication, de proposer à chaque fois des thèmes différents pour attirer du public. Et ça nous permet aussi, dans nos axes de travail, de voir avec qui on veut travailler, à qui on peut proposer ce projet de bibliothèque vivante, qui on peut avoir comme livre vivant, hein, pour résumer. Donc c'est assez intéressant. Nous, ça nous stimule aussi d'avoir à chaque fois des thèmes différents pour organiser des ateliers. Alors, au niveau des partenariats, c'est important de préciser que c'est pas du tout hein, la majorité de nos projets où c'est comme ça, mais là c'est un projet qu'on a mené vraiment en totale autonomie, sans aucun partenariat. Donc, c'est-à-dire que on a vraiment
très grande liberté d'action. C'est très agréable dans ce sens puisque on est vraiment dans la possibilité d'avoir notre rythme à nous, de ne pas avoir de financement à aller chercher, en tout cas pour l'instant. S'il y a une bibliothèque vivante qui s'annule, ben, on n'a pas trop de conséquences, à part le public qui peut être déçu, mais en général, ça se passe très bien. Et on est vraiment à notre rythme, selon nos conditions, pour accueillir le livre vivant, pour mettre en place l'atelier. Par contre, on n'a pas l'expérience d'une association, hein, c'est vraiment nouveau pour nous. Et donc, on n'a pas accès forcément à autant de personnes, à autant de livres vivants potentiels. On fait pas ça en permanence, c'est-à-dire qu'on n'a pas une salle dédiée pour inviter du monde à se rencontrer. Donc, il y a aussi des contraintes qui sont liées au lieu et qui sont aussi liées au fait qu'on n'a personne pour nous assister, d'expérimenter, et qu'il y aurait déjà un gros réseau de personnes qui seraient prêtes à venir témoigner. Donc, c'est aussi important à prendre en compte. Alors, au niveau de la mise en place pratique, alors là, c'est le moment où j'ai choisi un peu d'illustrer à quoi ça ressemble une bibliothèque vivante chez nous. Alors, il y a plusieurs points à prendre en compte. Il nous a fallu déjà trouver des salles à chaque fois pour accueillir, parce que mine de rien, si jamais vous êtes médiathécaire et que vous avez une structure pour accueillir ce genre de projet, c'est quand même la base. Et mine de rien, trouver un lieu qui soit assez confortable pour accueillir une bibliothèque vivante, c'est quand même super important. On pourrait penser que c'est pas primordial, mais en fait c'est la base déjà que le lieu soit chaleureux, soit assez vaste pour accueillir du monde, qu'on n'ait pas l'impression d'être trop étriqué ou qu'en même temps ce soit pas trop intimidant, hein. Faut pas trop le faire non plus dans une salle de concert, quoi. Euh, c'est vraiment hyper important à ce niveau-là. Euh, Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on participe enfin, qu'on organise, pardon, une pré-rencontre avec le livre vivant. On le fait depuis le début, hein. Tout ce dont je vous parle, c'est notre formule, hein, qu'on a mis en place depuis le début pour organiser des bibliothèques vivantes. Tout à gauche de la photo, on a la personne âgée avec des lunettes qu'on voit un peu en retrait de ma collègue Mariem. C'est Adjila, donc c'est la première personne qui est venue témoigner. Là, c'était pas elle qui témoignait ce jour-là. Et donc, on l'a reçue quelques jours avant, une semaine avant, pour pouvoir lui poser des questions, savoir si le livre vivant voilà, est à l'aise avec ce qu'on va poser comme question, présenter un peu la trame qui va avoir lieu pendant l'atelier, montrer un peu comment nous, on va intervenir. Alors, on n'intervient jamais de manière forcée, c'est-à-dire que si les questions à poser au livre vivant sont pas nécessaires de notre part, on ne les pose pas. C'est vraiment juste pour structurer un peu un fil rouge de discussion. Et après, on a donc le jour J, le public qui vient assister aux bibliothèques vivantes. Alors là, c'était un peu particulier parce que c'était plusieurs frères qui venaient témoigner sur la thématique du sport. Donc, ils étaient à la fois public et livre vivant. Et donc, on avait vraiment une discussion assez intéressante à ce niveau-là. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. La bibliothèque vivante, c'est d'abord trouver un lieu pour que ça ait lieu, justement, rencontrer le livre vivant en amont, et puis ensuite aller au devant du public. Souvent, c'est les publics qui sont déjà venus sur des bibliothèques vivantes qui reviennent. Il arrive souvent que des livres vivants viennent après en tant que public passif entre guillemets assister aux bibliothèques vivantes. Donc, il y a vraiment cette idée cercle de rencontre, hein, encore une fois, on le voit là sur la photo, cercle d'échange qu'on favorise vraiment avec cet atelier. Alors, au niveau des limites, la principale limite qu'on a rencontrée et qu'on rencontre encore, on est justement en train de travailler dessus avec ma collègue Mariem, c'est le recrutement des livres vivants, c'est-à-dire trouver des personnes qui acceptent de témoigner et trouver aussi des thématiques qui soient assez larges pour avoir du monde. Le filtrage thématique, c'est très pratique pour la communication, pour attirer du monde, mais par contre, ça limite les profils, hein, comme je l'ai marqué. Donc, c'est une difficulté qui n'est pas des moindres, sachant que à la base, on fonctionnait un peu en réseau de connaissances qu'on avait déjà, et on a commencé à tomber un peu à court de livres vivants. Euh, il y a aussi le manque de clarté dans la communication. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est que c'est pas si évident de communiquer sur les bibliothèques vivantes par rapport à des ateliers, je sais pas moi, d'art plastique ou de jardinage par exemple. C'est quand même pas forcément familier comme terme. C'est pas évident comme concept pour tout le monde.
Donc même si on fait des entrées sans inscription pour pas limiter le public, on se retrouve parfois quand même avec pas beaucoup de gens qui viennent ou pas de livres vivants du tout. Et on n'a pas autant de temps accordé à ça que dans une permanence. On est tous sur plusieurs animations, plusieurs projets en même temps. Donc l'organisation aussi, elle nécessite de pouvoir se voir entre collègues et de pouvoir accorder du temps au public, aux livres vivants. C'est pas, euh, c'est pas notre principale activité. Justement, les conseils et les points de vigilance que je voudrais mettre en avant en ayant parlé de ça, c'est d'abord, il faut aimer aller au contact des gens et s'intéresser à eux, c'est primordial. C'est-à-dire, c'est pas seulement aimer bien dire bonjour aux gens, discuter 2, 3 secondes en buvant un café, c'est vraiment s'intéresser à leur vie, à ce qui a pu les marquer, à les laisser parler, mais en même temps à creuser leur intimité tout en n'étant pas trop intrusif. Ça, c'est vraiment le principal nœud des bibliothèques vivantes parce qu'on est quand même dans du témoignage de vie et il faut quand même, nous, ce qu'on met toujours derrière la thématique, je suis désolé d'ailleurs, j'ai oublié de l'aborder, mais c'est vraiment mettre en avant un parcours de vie derrière une thématique. Quelqu'un qui veut nous parler de son métier, ça a aussi un lien avec sa vie. Là, tout à l'heure, je parlais d'une bibliothèque vivante par rapport au sport, mais c'était aussi un moyen de raconter la jeunesse des personnes qui sont venues témoigner sur leur rapport au sport. Donc c'est super important de s'intéresser aux bibliothèques vivantes, aux livres vivants, pardon, en tant que personne qui vient témoigner, et non pas juste en tant que témoignage qui va être lu comme ça d'une traite, sans interaction ni rien. Alors évidemment, il faut mettre le livre vivant à l'aise, ça c'est super important, et créer un espace de confiance. Ça c'est un peu ce qu'on fait en amont avec le livre vivant, mais il faut aussi que le jour J, la personne, voilà, ait pas l'impression de venir à une interview ou à une conférence et qu'elle soit assez à l'aise pour échanger. On a eu vraiment des profils de personnes assez timides et c'était super important que des personnes qui soient vraiment pas du tout à l'aise pour parler le soient et ça a toujours été le cas. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est plutôt une réussite. Alors l'équilibre des paroles, évidemment, on encourage les gens à interagir, mais comme je le disais, il faut pas casser le rythme du témoignage. Il faut pas que la personne qui vient de témoigner et parler d'elle, aller à la rencontre des autres, ait l'impression de se faire submerger de questions à peine le moment où elle arrive. Et évidemment, il faut éviter toute parole discriminante. Il faut éviter que ça parte dans des débats sur certains sujets. On a du sujet, par exemple, comme le traumatisme et le deuil. Là, c'est des sujets très sensibles, donc il faut être vigilant à ce que la parole soit vraiment respectée et accueillie sans jugement, sans perdre du temps avec des débats sur l'expérience de la personne, sur son ressenti, etc. C'est super important et en général, on passe de meilleures séances quand c'est le cas. Alors, faire de la pub pour attirer des témoignages et faire de la pub pour attirer des lecteurs, euh, je crois que j'ai fait une petite faute, je suis désolé. C'est hyper important. Je parlais de la communication, mais en fait, c'est aussi faire de la pub comme il faut. C'est-à-dire que communiquer autour de ce genre de projet, mine de rien, et bien le présenter au public, c'est central. Et nous, ça a été une des difficultés qu'on a rencontrées. Donc vraiment, si vous êtes amené à le mettre en place, c'est un point hyper important. La communication autour de cet atelier et bien être pédagogique sur ce que c'est qu'une bibliothèque vivante avec le public et pas juste dire bon ça vous intéresse, venez voir, jeter un coup d'œil parce qu'en général les gens après comprennent pas trop ce que c'est. Un jour on a eu un monsieur qui est venu nous demander ce que c'était et on voyait que c'était pas du tout clair en fait notre communication, on va dire au niveau de notre programme, au niveau de notre communication numérique, il a fallu vraiment qu'on lui explique en personne ce que c'était qu'une bibliothèque vivante. Donc c'est super important à ce niveau-là également. Les retours qu'on a eus, enfin, c'est une action donc voilà qui gagne encore à être connue pour qu'on la voit comme une proposition phare où on a des retours assez massifs et récurrents. Mais en tout cas, les gens qui sont venus aiment toujours participer. Comme je disais, on a retrouvé des personnes sur plusieurs ateliers. Donc il y a vraiment du lien qui s'est créé. Les gens aiment revenir, aiment venir et revenir sur les bibliothèques vivantes. Et ils sont très contents de participer, de témoigner, de poser des questions. Nous-mêmes, avec Mariam, on est vraiment très contents de toujours créer cet espace chaleureux, toujours réussi. Même en tant que personne, là, on oublie le côté professionnel, c'est super agréable d'échanger avec du public, de vraiment aller à la rencontre de l'autre dans ce contexte-là.
Franchement, c'est vraiment un plaisir de le faire hein, à titre personnel. Et le seul regret, bah, c'est avec le manque de livres vivants, avoir dû annuler plusieurs séances parce qu'on s'est retrouvé un peu au dernier moment à se dire, bah, malheureusement, on n'a personne pour témoigner. Donc, l'année prochaine, on va travailler sur ça, sur la communication auprès du public, et on va essayer de recruter un peu plus en amont, plus de livres vivants, de faire des annonces un peu plus larges. C'était un peu notre défaut de compter un peu trop sur notre réseau de connaissances, connaissances professionnelles évidemment. Et là, on va essayer d'être un peu plus euh, large dans notre invitation au témoignage. On espère avoir plus de livres vivants évidemment l'année prochaine, et plus se retrouver à annuler plusieurs ateliers d'un coup à cause de ça. Voilà. Du coup, la première question, c'était est-ce que vous collaborez avec des associations locales? Donc, je crois que tu as répondu que non pour le moment, mais a Pas priori, pour vous êtes en l'instant. train de revoir votre position. Alors, quelqu'un te pose la question sur le projet Trajectoire singulière. Est-ce que vous l'avez Oui, reproduit plusieurs années? alors en fait, je ne saurais pas dire exactement quand il a commencé parce que j'ai été dessus moi sur la fin, mais il me semble bien, oui, ça a été fait sur plusieurs années puisque le spectacle avec les SECPA là qu'on voit dans les diapos, c'est en 2023 et la restitution, c'était en 2025. Donc ça a été fait sur plusieurs années. Après, reproduit dans le sens, on a refait la même animation, je sais pas, je crois pas. Parce que ça a pris beaucoup de temps en fait déjà de collecter les portraits, de rencontrer les personnes qui sont pas forcément familières de la médiathèque. Donc, ça a été surtout fait sur un temps long, en fait. Ok. Il y a quelqu'un qui te demande des précisions sur la périodicité pour ces animations de bibliothèque vivante. Oui, bien Et sûr. moi, je complète la question parce que peut-être que tu l'as dit, mais j'ai loupé l'info. Combien de temps dure une séance de Oui, bibliothèque alors je suis vivante? désolé. Peut-être avec le stress, j'ai peut-être oublié de préciser des choses un peu évidentes. Alors, une bibliothèque vivante, normalement, le rythme, c'est une fois par mois, c'est mensuel. Mhm. Et ça va durer 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend de comment ça se passe. Souvent, ça dure plus 2 heures qu'une heure et demie, parce que comme ça se passe bien, il y a beaucoup de discussions, etc. Et les gens doivent s'inscrire à l'avance? Non, justement, en tout cas, cette année, on a procédé comme ça, on voulait vraiment que ce soit ouvert au public. Déjà parce qu'on avait peur de pas avoir assez de monde. Et puis franchement, c'est le côté chaleureux, convivial qu'on veut maintenir comme ça. On verra à l'avenir si on a des pics de succès, si on continue comme ça, mais pour l'instant, c'est pas sur inscription. Ok. Il y a une autre question sur euh, quels seraient enfin, des exemples de thèmes que vous avez choisis. Et du coup, moi, je complète aussi la Oui, question. Est-ce que c'est vous qui les choisissez ou est-ce que c'est sur des propositions des participants? ça peut être les deux. En fait, alors les thèmes qu'on a choisis, on en a eu sport atypique, donc c'était ce dont je parlais là tout à l'heure, c'était des personnes qui parlaient en fait d'un peu comme ils avaient entre guillemets inventé le street workout. Vous savez, c'est la musculation un peu qu'on fait là sur des bars dans les parcs, mais qu'ils avaient inventé dans leur jeunesse sans savoir que ça existait avec le mobilier urbain qu'ils avaient à disposition. On a eu une bibliothèque vivante sur le voyage atypique, c'est-à-dire une personne qui est partie un peu en voyage dans le Maghreb et au Sénégal, etc., mais vraiment sur un coup de tête et qui est venue nous parler un peu de ses aventures alors qu'elle n'était pas du tout à la base dans ce truc-là. On a eu sur le traumatisme, sur le deuil, on a une personne qui était réflexologue plantaire qui est venue nous parler de son métier. Enfin, c'est assez varié. Et comment on choisit? Bah, ça peut être donc avec les participants qui viennent nous dire ça peut m'intéresser, etc. Et ça peut être avec bah, entre nous en se disant tiens, quelle thématique on aimerait bien proposer, de quoi on n'a pas parlé, quels sont les thèmes centraux qu'on peut après décliner, mettons. On va parler des animaux, par exemple. Il y a des gens qui ont un métier avec les animaux, ça peut être intéressant de les faire témoigner, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a grandi, je sais pas, avec des animaux exotiques et qui veut venir en parler parce qu'il avait un parcours de vie un peu particulier. Enfin, je trouve des thèmes Du un coup, peu J'ai j'ai spontanément. une, Mais voilà. j'ai une demande. Oui, Est-ce que tu pourras compléter le PowerPoint que tu nous as présenté avec la oui, liste des thématiques que vous avez explorées pour qu'on ait vraiment conscience de la diversité qui peut être abordée? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sachant que Et, cette année, on a eu plein d'annulations, c'était pas prévu qu'on ait aussi oui, peu mais d'expérience, c'est pas mais grave. voilà, bien sûr, pas de souci. Et dernière question, est-ce que tu as suivi une formation adaptée pour recueillir toutes les informations des participants? Alors, pas du tout.
Justement, c'est un projet test. On n'exclut pas du tout de le faire, mais nous, on l'a fait spontanément. Donc non, j'ai pas suivi de formation adaptée, mais j'exclus pas du tout d'en suivre une à l'avenir. Bon, évidemment, après, comme on est des médiathécaires agents de service public, on a quand même des droits, enfin des devoirs, notamment de respect de l'intimité, ce genre de choses, donc et de divulgation, de non-divulgation de l'information ou de droit à l'image, par exemple. Donc évidemment, on a quand même des petits codes déjà ancrés en nous, mais on va sûrement suivre des formations à l'avenir. Je pense que c'est pas du tout exclu. Voilà. Ok. Et dernière question avant de laisser la parole à la deuxième expérience. Est-ce que tu as mis en place ces bibliothèques vivantes en face à face et non en groupe? Donc, moi, j'ai compris que non, mais je veux bien que tu Non, me non, confirmes. non. Non, en fait, c'est Mariam qui a été à l'initiative du projet et on a décidé un peu ensemble de le faire comme ça. On n'exclut pas de le faire, mais c'est pas dans un avenir proche. Après, c'est pas du tout exclu, franchement. Et sur les cercles, quel est le nombre idéal de personnes? 10, je pense que 10 c'est très bien. Une dizaine de personnes. Après, vous pouvez aller jusqu'à 15, jusqu'à 20, ça dépend peut-être de votre structure, de vos habitudes, mais 10 pour moi, c'est pas mal. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Ellie. Ah, mais merci. Merci à vous. Alors, on va passer au deuxième témoignage, du coup, avec Hélène qui va nous parler de l'arpentage. Bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Moi, je travaille à la médiathèque de l'Odève, qui est une médiathèque qui est située dans une petite ville de l'Hérault de 7000 habitants. Mais notre public, c'est le public de la communauté de communes qui compte 28 communes et quasiment 15 000 habitants. Notre public est très varié. On est en zone d'éducation prioritaire et on a plusieurs partenaires avec qui on travaille pour promouvoir la lecture publique, pour promouvoir la lecture tout court. Comme Gaël vous l'a dit, je vais vous présenter le principe de l'atelier d'arpentage. J'ai découvert cette technique dans une formation qui a été proposée par la direction départementale de la lecture publique il y a quelques années. La formation avait été menée par une association d'éducation populaire qui s'appelle l'IPEC, qui est implantée à Montpellier depuis une trentaine d'années déjà. Et cette même association est affiliée à l'Union nationale de Peuple et Culture. Au cours de cette formation qui a duré 2 jours, on a pu arpenter non seulement des articles de revues professionnelles, mais également 2 livres documentaires, un de philosophie, un de sociologie. Donc c'est pour vous dire on peut s'attaquer à des choses très compliquées et très difficiles en assez peu de temps finalement. Alors pourquoi j'ai été séduite par cette technique? Parce qu'elle m'inspirait plusieurs de mise en application auprès de divers publics et surtout avec plusieurs supports. Voilà. Et puis aussi, ça faciliterait la médiation de nos collections. Et si on s'attaquait à Bourdieu, mais oui, bien sûr, l'arpentage consiste à partager une lecture souvent d'un documentaire euh, qui est un documentaire qui est ardu. Souvent, le public est intéressé par le sujet, mais le livre est compliqué et on n'ose pas se l'attaquer tout seul, on a du mal à rentrer dedans. Donc, l'atelier d'arpentage permet de partager la lecture, cette lecture difficile, et après de pouvoir faire un échange. Donc, il est question de désacraliser le livre et la lecture aussi. Beaucoup de gens pensent que c'est pas pour eux de lire des livres scientifiques, de philosophie, et du coup, ils ne les lisent pas. Ça permet aussi des échanges riches
à partir de l'expérience, de sa propre expérience, de ses connaissances, de ses acquis, et on le fait dans un temps limité. Donc voilà, ça prend pas trop de temps non plus. Euh, Ça permet aussi de s'approprier le livre. Voilà. Si on part sur un livre de fiction, par exemple, eh bien, on peut dire, on peut exprimer son ressenti, son ressentiment. D'où vient l'arpentage? Donc, cette méthode de lecture collective, elle est issue de la culture ouvrière, les cercles ouvriers qui ont été créés fin 19e, début 20e. Elle a été réutilisée pendant la guerre par les résistants. Et plus récemment, c'est le mouvement Peuple et Culture Normandie qui a repris l'élaboration de cette technique, qui l'a améliorée, qui l'a modifiée, qui l'a étendue à d'autres supports que le livre documentaire. Le CREFA de Lyon et l'Agora Peuple et Culture l'ont reprise très récemment, sous une forme et un fond légèrement différents. Mais c'est une technique qui est en constante évolution. Donc, la méthode est vivante. On peut imaginer plein de façons de s'en saisir. Ce que j'ai essayé, ce que nous avons essayé dans l'équipe de la médiathèque de faire au cours de ces dernières années. Alors, le premier objectif, c'est de désacraliser l'objet livre, de donner envie de lire. Comme je l'ai dit plus tôt, au début, on a du mal à rentrer dans un livre. On le pose sur sa table de chevet et on se dit oui, oui, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. J'ai eu cette expérience-là avec un des lecteurs d'Arpentage et, euh, et finalement, eh ben, à le lire à plusieurs, en lire une partie, écouter les autres parler de livres, on a envie de le lire dans son intégralité. Donc, c'est populariser la lecture, donner envie de lire à un public qui ne se sent pas forcément légitime à lire un livre scientifique. Ça favorise aussi l'expression de son sentiment quand on a lu un roman, quand on a vu une exposition ou un film. Pareil, il y a plein de gens qui n'osent pas aller voir une exposition parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre ou un livre, de ne pas pouvoir dire et pas participer à un club de lecture parce qu'ils ne sauront pas dire ce qu'ils en ont pensé. Euh, Ça permet de proposer des accueils de classe dynamiques où chacun peut prendre la parole et participer. On peut aborder les enseignements artistiques ou les enseignements scientifiques avec tous les élèves d'une même classe. C'est ce qu'on a essayé de faire il y a quelques années avec une classe de seconde. Cette technique permet également de partager ses connaissances, son savoir et de s'enrichir mutuellement. On a, euh, on a l'occasion d'échanger. On n'est pas forcément d'accord l'auteur du livre, on n'est pas forcément d'accord, mais ça engendre des débats et c'est toujours très constructif. Elle donne l'opportunité au lecteur de parler du livre en allant au-delà du j'aime, j'aime pas. Et enfin, et surtout, elle permet de participer à une meilleure compréhension du monde et éventuellement de donner des pistes d'action individuelles ou collectives. Comment ça se passe l'atelier d'arpentage? Alors, j'ai dit que c'était une façon de lire un livre en très peu de temps, mais quand même, il faut consacrer un minimum de 3 heures. Certains arpentages peuvent aller jusqu'à 6 heures, donc sur la journée complète. Et donc, cette durée, elle est en fonction du nombre de participants et de l'ouvrage sélectionné. On peut accueillir de 5 à 15 participants, selon, pareil, toujours le thème et l'ouvrage. Et les 2 ateliers que j'ai animés à la médiathèque, ils ont duré 3 heures.
Après, les gens sont restés un petit peu plus longtemps parce qu'ils avaient encore des choses à se raconter, plus ou moins individuellement. Pour choisir le livre à arpenter, alors il y a une méthode qui consiste, si on a déjà un groupe de lecteurs qui souhaitent participer à un atelier d'arpentage, on peut leur demander quel livre ils souhaitent choisir et puis voilà, on organise en fonction de ça. Mais ça peut être aussi la médiathèque qui propose un livre selon une thématique particulière. Euh, alors, il y a une préparation de l'atelier qui demande un certain temps. Euh, il faut obligatoirement copier le sommaire de- en grand format, type affiche, pour que les gens l'aient sous les yeux constamment, et aussi une copie de la couverture, de la première de couverture. Et le plus important, c'est de bien préparer l'atelier étape par étape. Alors, le coût de l'atelier est très réduit. Il se limite à l'achat d'un deuxième exemplaire du livre, si on veut en garder un dans nos collections. Et puis aussi, ça demande un temps de préparation qui est assez important. J'estime le temps de préparation de l'atelier à 2 heures. Euh, il faut prévoir du matériel d'écriture, donc des feuilles de brouillon, elles font très bien l'affaire, des grandes feuilles de papier, un paperboard, des surligneurs, des crayons, voilà. Il faut soigner l'espace de lecture. Donc, il faut un espace suffisamment grand pour accueillir une quinzaine de personnes. Il faut que l'espace soit calme aussi et puis aussi très confortable. C'est bien de cocooner un petit peu les lecteurs. Comme l'atelier dure assez longtemps, jusqu'à 3 heures, prévoir des boissons et indiquer aux gens où sont les toilettes. Alors, le déroulé, ça va être en trois phases. Déjà, il faut accueillir le groupe. Donc, on explique ce que c'est que l'arpentage, d'où il vient, et après, on explique comment va se dérouler l'atelier, en quelques mots. On parle de l'auteur, mais pas trop, pour pas dévoiler trop d'intentions qu'il aurait pu mettre dans le livre. Euh, et surtout, après, on met à l'aise. C'est-à-dire que prévenir les gens que s'ils ne lisent pas toute leur partie, c'est pas grave. Euh, voilà, et puis s'ils ne comprennent pas des choses, bah, c'est pas grave non plus. Voilà, justement, on est là pour aider à comprendre. Dans un groupe d'arpentage auquel j'ai assisté, je me souviens très bien qu'une dame est venue, quand le groupe s'est réuni, euh, elle a dit clairement, moi, j'ai rien compris. Voilà. Donc, dire aux gens que c'est très facile de participer et si on se contente d'écouter, c'est déjà bien. Voilà. La première consigne, ça consiste à faire des hypothèses. Donc, on présente la première de couverture et là, chaque participant va dire euh, de quoi parle le livre. Imaginez de quoi il traite. Euh, de quoi aimeriez-vous qu'il parle? Et on fait la liste de toutes ces suppositions, donc sur le paperboard. Euh, Ensuite, il vient le moment du découpage du livre. Donc c'est un moment qui est très particulier. La plupart des gens sont complètement outrés de prendre un livre et de le déchirer littéralement. Donc vous voyez, je peux vous montrer celui-là. C'était Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Donc on l'a pris, on l'a décortiqué. Celui-là, c'est une partie de Rendre l'eau à la terre de Morisot. Voilà, donc c'est très violent. Les gens sont très souvent choqués.
mais j'explique que ce n'est qu'un exemplaire du livre, qui en compte des milliers. Donc voilà, il faut se rassurer, on pourra en racheter un autre, ce n'est pas très grave. Et on ne découpe pas des incunables non plus. Euh, et j'explique aussi que le livre, à la fin, il pourra être reconstitué, c'est-à-dire qu'on pourra le replacer dans sa couverture et puis continuer à le lire, même s'il est complètement démantibulé. Euh, Ensuite, on distribue ces parties. Alors moi, je compte dans la préparation, je compte selon le nombre de personnes combien de pages il faut donner à chaque participant. Et puis euh, non, ne vient pas le temps de lecture. D'abord, je donne une consigne, c'est de relever sur une feuille A4 une partie, une phrase ou des mots-clés que chacun va retenir de son extrait. Voilà, c'est dans l'image, il y en a, il y a certains mots qui sont surlignés, donc je pense que dans ce livre, la personne a retenu cette phrase ou ces bouts de phrase. Donc, ces participants écrivent ce qu'ils retiennent de l'extrait sur la feuille de papier et, et puis je leur demande de l'écrire en assez gros parce qu'après ça va être affiché et ça va permettre de reconstituer le livre. Euh, voilà. Et une fois que cette consigne est donnée, eh ben, chacun part dans son petit coin pour une lecture individuelle. Donc c'est là que les gens s'éparpillent en général dans la médiathèque et puis ils vont lire pendant 20 à 40 minutes selon l'extrait qu'ils ont à lire. Donc ensuite, pour la fin de l'atelier, on regroupe les participants et là, chacun exprime son ressenti de lecture. Alors, pour faciliter la prise de parole, on part justement de cette phrase qui a été mise en exergue. Et puis souvent, les débats s'installent de façon très fluide. Lorsqu'on a fini l'arpentage, proprement dit, on revient sur les hypothèses qu'on avait émises au début. Et puis après, on dit, bon, ben, on s'est trompé ou on avait eu raison. Euh, Ça, c'est dans le cas aussi d'un arpentage d'un livre que personne n'a lu. Parce qu'il y a des fois, on fait un arpentage d'un livre qui a déjà été lu par les lecteurs. Et puis ensuite, on fait un petit bilan de l'atelier. Qu'est-ce que les gens en ont pensé? En général, ils sont très contents et ils souhaitent en faire un autre. Et puis enfin, on peut faire un petit cadeau, c'est-à-dire reconstituer le livre et demander à quelqu'un s'il veut le garder avec lui. Alors, les cas particuliers, dans le cas de l'arpentage d'un film, alors ça nécessite plus de matériel. Il faut des lecteurs, des écrans, et c'est un peu compliqué. Ma collègue m'a dit qu'elle avait rencontré des difficultés au lancement des projections parce que il y avait plusieurs groupes à lancer en même temps, donc c'était un peu compliqué. Donc il faut prévoir des collègues pour au moins lancer les projections. Et puis il y a l'arpentage de livres photocopiés, mais je trouve que c'est pas très fun. Je l'avais fait pour un atelier d'arpentage manière d'être vivant. Et en fait, à la fin, il reste un tas de photocopies, donc c'est assez décevant. Je préfère quand même le livre reconstitué. Il a une espèce de valeur ajoutée par rapport à un exemplaire ordinaire. Alors pourquoi on anime des ateliers d'arpentage à la médiathèque de l'ODEV? C'est parce qu'en fait, on peut répondre à divers enjeux du PCSES, qui a été écrit il y a 2 ans. Entre autres, favoriser l'échange de pratiques et d'expériences, renouveler une approche de transmission des savoirs et des connaissances, accompagner la construction du citoyen et l'expression des droits culturels, sensibiliser les publics à la question environnementale et renforcer l'attractivité des collections. À l'ODEV, on a fait 2 ateliers d'arpentage de livres.
donc Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, puis Rendre l'eau à la terre. Donc le premier, c'est moi qui l'ai animé, ça s'est très bien passé et c'est pas très difficile à animer un atelier d'arpentage. Comme Élie l'a dit tout à l'heure, il faut aimer parler avec les gens, demander ce qu'ils pensent, écouter leur connaissance, voilà. Euh, et puis le deuxième, il a été animé par un animateur de l'IPEC de Montpellier. Les expositions, donc moi je me suis lancée dans l'arpentage d'exposition avec une classe de seconde. Je m'étais rendu compte que les classes, quand elles viennent voir une exposition, il y en a trois devant qui regardent tout, et puis tout le reste de la classe qui traîne et qui discute en petits groupes. Donc là, on a carrément fait les petits groupes, et chacun avait une partie de l'exposition à regarder, pointer ce qui était le plus intéressant, et après faire une petite restitution à la classe, chacun leur tour. Donc ça permet à tous les élèves de la classe de participer. Ils sont à la fois acteurs, rapporteurs et auditeurs aussi. Et puis la deuxième exposition que j'ai faite, c'est avec une classe de CM1, CM2. Donc c'était une exposition des œuvres, des originaux de illustratrice Claire Cantet. Et là, j'ai donné des petites consignes aux élèves. J'avais fait des petits groupes aussi. Chacun devait voir deux ou trois œuvres et j'avais donné des petites questions pour les aider justement à bien regarder les œuvres. Et ces questions, je les avais tirées du livre Eurécarte aux éditions Palette, qui est très intéressant pour aborder les enseignements artistiques avec les scolaires. Alors, l'expérience lodévoise pour les films, c'est donc ma collègue dans le cadre du Festival de rencontres de cinéma de la projection. Et enfin, ils ont regardé le film dans son intégralité. Comment ça s'est passé? Alors, on accueille un public non acquis et qui n'est pas forcément habitué à la médiathèque. Et en général, la technique plaît beaucoup, est très séduisante et souvent le public en redemande. La bibliothèque se prête bien à cet exercice puisqu'on a beaucoup d'espace très confortable et spacieux, donc c'est très adapté. En ce qui concerne la préparation, il faut bien installer la salle, les boissons, prévoir tout ce qu'il faut, de quoi écrire, et, euh, et bien avant l'arrivée du public. Il faut veiller un petit peu au temps de parole aussi, mais généralement, les gens voilà, expriment ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont appris, et laissent la parole à chacun assez facilement. Pour l'accueil des classes, pour les expositions, je préfère laisser le soin aux enseignants de faire les groupes parce qu'ils savent les personnalités à ne pas associer. Euh, la médiation, c'est comme Élie l'a dit, c'est assez difficile parce que c'est une technique qui n'est pas connue. Donc, il faut vraiment expliquer ce que c'est. Il faut rassurer, voilà. Dire que c'est pas parce que c'est un livre compliqué ou qu'on ne peut pas apprendre quelque chose ou participer. Euh, la durée est souvent un frein à la participation.
Et voilà, donc moi, je vante le luxe de s'offrir un temps de réflexion, de découverte et de parole. Et voilà, donc on peut aussi réduire l'atelier en donnant les parties à lire avant aux gens et en se contentant après de se réunir et de parler de ce qu'on a lu individuellement. Mais quand même, c'est mieux de commencer l'atelier complètement par le découpage du livre. Les perspectives, alors, on a plein d'envie pour continuer l'aventure. L'arpentage pour un public FAL. Et on envisage justement pour éventuellement que le public du prix FAL, que nous avons organisé pour la deuxième fois cette année, puisse participer à la sélection des ouvrages. Donc ce serait peut-être une piste aussi pour faire un atelier d'arpentage avec eux. Lecture d'ouvrages de fiction, et notamment pour les lectures obligatoires au collège et au lycée. Parce que je trouve que les élèves, pareil comme pour les expositions, il y en a quelques-uns qui lisent le livre et puis le reste, soit regardent le film, soit ne le lisent pas du tout. Donc, je pars du principe qu'il vaut mieux qu'ils lisent une petite partie du livre plutôt que rien du tout. Et j'ai trouvé beaucoup d'expériences sur Internet, justement, de cette pratique en milieu scolaire. Et je mettrai les liens en fin de présentation. Enfin, je voulais aussi tenter d'imaginer une revue de presse, par exemple de prendre un sujet d'actualité et de lire des articles dans différentes publications et après de voir comment est traitée l'information selon justement les journaux et les magazines. Et puis, ce qui serait très très bien aussi, c'est d'essayer de trouver un groupe qui pratique l'arpentage régulièrement et que le public puisse organiser leur club d'arpentage et puis les mener eux-mêmes. Parce que, comme vous le savez tous en bibliothèque, on a beaucoup beaucoup de travail. Donc les inspirations, c'est des fiches méthodes. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas, mais je les rajouterai. Donc, il y a une fiche méthode. J'ai trouvé une fiche méthode pour animer une session d'arpentage qui a été éditée par Association citoyenne. Et elle est très très bien détaillée. Elle donne plein de pistes. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien faite. Il y a deux fiches d'arpentage en milieu scolaire, une de Lille et puis l'autre de Grenoble, je crois. Je vous conseille aussi de prendre contact avec l'IPEC à Montpellier, soit pour demander à un animateur de venir chez vous arpenter une première fois, soit pour qu'il vous fasse une formation. Enfin bref, ils sont très, très sympathiques, très, très accueillants. J'ai trouvé aussi un petit podcast de 10 minutes sur France Culture qui parle justement de cette technique d'arpentage. Et puis le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, Eurécarte, livre-jeu du regard aux éditions Palette, et qui permet d'aborder les enseignements artistiques avec les scolaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Avez-vous lu en tant qu'animateur de l'atelier le livre proposé à l'arpentage? C'est-à-dire, Non, 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 je participe à l'arpentage au même titre que les autres. Euh, Ça permet aussi d'être dans le bain, c'est bien. je souhaite arpenter l'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest, mais j'ai peur de me lancer. Un conseil pour une première fois. Alors, c'est un roman ou un documentaire? Je ne connais pas ce. Ah, c'est un roman. Euh, des conseils? Euh,
Ben non, mis à part ceux que j'ai pu donner dans dans la présentation, non, Oui. c'est la même technique que pour l'arpentage d'un livre documentaire, en fait. On fait une supposition à partir de la première de couverture, on coupe le livre, on le distribue et après chacun. Alors, ce sera pas forcément un échange de savoir, mais ce sera plutôt une approche sensible du livre. Donc, comme je le disais, c'est aller au-delà de j'aime, j'aime pas. Le fait de se concentrer sur une phrase à prélever dans l'extrait, du coup, on le lit avec beaucoup d'attention et on dit, bon, ben, celle-là, elle m'a heurté, cette phrase, mais pourquoi elle m'a heurté? Donc, après, il y a une discussion qui se fait assez fluide et voilà. Mhm. Donc, ce sera plutôt une approche sensible à partir d'un roman, d'une œuvre de fiction, Oui, plus ça, je qu'un comprends. échange de savoir. Alors, question pratique, hein. Très concrètement, comment découpez-vous les livres? Numérotez-vous les différentes parties pour faciliter les prises de parole dans l'ordre des chapitres? D'ailleurs, partagez-vous équitablement les pages ou plutôt les chapitres? Alors, moi, je partage équitablement les pages. Donc, ce qui donne des fois des lieux à des choses un peu bizarres, parce qu'on prend justement un chapitre en plein milieu. Euh, il y a des gens qui ne relisent pas le livre dans l'ordre. C'est les participants qui interviennent. Mais moi, à chaque fois, je pars de l'introduction, du début, et on arrive le dernier participant qui présente la fin. Euh, sur les feuilles où les gens écrivent les phrases, je demande de mettre les numéros de page de l'extrait qu'ils ont eu à lire. Alors là, c'est pas un bon exemple, mais voilà ce que ça donne, une page comme ça. Euh, donc là, c'est une phrase qui a été prélevée dans un des livres. Et puis, en général, je leur demande de mettre les pages de l'extrait. Et après, quand on les affiche sur le tableau ou sur le mur, on a un espèce de résumé du livre. Voilà. Ah, merci. Pourra-t-on avoir les liens vers les ressources données en fin de présentation? Donc oui, peut-être que tu Oui, nous les oui, oui, enverras et on les je les mettra rajouterai. en Mm. ligne. Voilà. Combien de personnes environ par groupe idéalement? Ça peut- Idéalement, moi je dis que ça doit pas être en dessous de 8 personnes. Euh, et d'ailleurs, là au printemps, on en avait proposé un dans le cadre de la petite fête de l'arbre, mais il n'y a pas eu assez de participants. Et du coup, l'animateur de l'IPEC qui était venu organiser a proposé un carottage ou forage. Et c'est-à-dire que là, on lit pas le livre, ils étaient 3 participants, je crois. Et du coup, on ne lit pas le livre, mais simplement des extraits. Et on commente les extraits. Voilà, c'est aussi une possibilité si jamais il n'y a pas assez de... Mais c'est vrai que c'est très dur de faire de la médiation sur cet atelier parce que les gens, ils veulent pas s'investir 3 heures dans un truc qu'ils connaissent pas. Après, ils y reviennent, hein, parce que c'est vraiment très agréable comme atelier. ouais. Pour une fiction, les personnes qui ont le milieu du livre arrivent-elles à comprendre? C'est vrai. Eh ben, il faut pas chercher à comprendre. Enfin, pour la fiction, c'est c'est vraiment qu'est-ce que je ressens à la lecture de ce texte. Est-ce que ça me plaît et tout ça. Et en fait, quand on se retrouve en groupe et puis qu'on reprend le livre par début, on se dit, ah oui, il a voulu en arriver là. Et pour le documentaire, c'est pareil, hein. Il y a des fois, on tombe au milieu d'un chapitre, on dit, mais de quoi il parle? Mais il faut s'attacher à ce qu'on ressent de la lecture, à ce qu'on comprend.
Et après, justement, au fur et à mesure qu'on reprend le livre depuis le début, à l'oral, bien sûr, eh ben, on se dit, ah oui, effectivement, j'ai compris ça, mais c'était pas tout à fait ça, ou c'est exactement ce que j'ai compris. Il voulait en arriver là au moment où moi j'ai lu. Et Ouais, c'est un peu magique, hein. C'est un peu c'est vrai, magique. Mm. ça se remet en place. Et dernière question, c'est sur inscription, ces séances? Oui, oui, c'est sur inscription parce que justement, s'il n'y a pas assez de participants, on est. Alors, tout à l'heure, on discutait avec Mélanie et elle me disait qu'elle avait participé à un atelier récemment et qu'ils allaient rencontrer Oui, l'auteur. c'est ce que Et j'allais. justement, moi, ça me parle, ça, c'est- c'est- de faire ça, justement. il me semble Découvrir que un livre et après le Il me rencontrer l'auteur. semble que c'est intéressant pour des ouvrages qui sont un peu ardus de ne pas organiser des arpentages sans lien avec le reste de la programmation. Mais voyez, si vous voulez inviter des sociologues ou des scientifiques enfin, en tout cas ou des philosophes qui ont une pensée qui n'est pas forcément, enfin, voilà, qui mérite de prendre le temps de s'y pencher, un arpentage organisé une dizaine de jours en amont permet à des personnes intéressées de s'approprier le texte, d'en parler ensemble, de faire émerger des questions auxquelles on n'aurait pas forcément réfléchi en lisant seul l'ouvrage. Et du coup, le jour où vous invitez votre auteur, bah déjà, vous êtes un peu plus sûr qu'il y aura du monde intéressé qui viendra, mais surtout des gens qui auront des questions à poser. Parce que voilà, moi j'ai participé à un arpentage il n'y a pas très longtemps à Montpellier. L'auteur était invité une semaine après, et c'est vrai qu'en fait, à la fin de la séance, on avait envie que l'auteur il soit avec nous tout de suite après pour pouvoir pour qu'il puisse répondre à nos questions. Donc ça donne un intérêt plus important, il me semble, à la rencontre ensuite avec l'auteur dans un deuxième temps. Et juste pour rebondir aussi sur quelque chose que tu disais, nous on n'a pas eu, on a eu un découpage par chapitre. Donc c'est vrai qu'il y avait une unité de sens, c'était chapitre à chapitre. Et ce que je trouvais pas mal, c'est que ben, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui lisent plus vite que d'autres. Et voilà, en fait, dans les paquets de chapitres qui étaient distribués, on avait juste le titre du chapitre et le nombre de pages au départ qui étaient présentés par post-it. Et c'est vrai qu'en fonction de son appétence personnelle, bah, des titres de chapitres peuvent plus ou moins vous intéresser. Et puis savoir qu'il y a 4 pages si on n'est pas trop sûr de soi ou 12 pages si bon, on lit vite et que ça Oui, ne nous oui. fait pas peur. Oui, Ça peut c'est aussi vrai. se positionner et se sentir sur ouh là là, moi j'ai besoin de temps, 4 pages, ça me va bien. Donc je trouvais que c'était pas mal d'avoir ce lien-là. Et on était 20 à l'atelier parce qu'il y avait des gens pas inscrits qui étaient venus. Donc l'animatrice a été un peu surprise. Du coup, on a découpé 2 livres. Il y avait des personnes qui avaient le même extrait. Et c'est vrai qu'on était peut-être un peu nombreux, mais bon, c'est un type de méthode où en fait on s'adapte et tout est Oui. possible. Mm. Donc il faut aussi laisser la... Il y a un cadre qu'il faut bien connaître, mais je pense qu'il faut se laisser la possibilité de faire un pas de côté si le groupe, si ça convient mieux au groupe en fait, ou si ça convient mieux à notre manière d'animer l'atelier. Oui. Ah oui. En tout cas, moi, à chaque fois, je me régale. Ouais, et ben moi c'était la première fois que j'en faisais et je me dis vraiment que c'est quelque chose qui est pas très compliqué à mettre en place. Clairement, se former c'est important pour bien Oui, maîtriser la méthode, hein. Donc ça peut-être ça, ça on fera rassure aussi. peut-être Voilà, la qu'on peut refaire formation, ça rassure. remonter un besoin de formation à ce niveau-là auprès du CNFPT Mhm. ou des bibliothèques départementales. Mais c'est vraiment une manière de partager, de discuter et euh, très, très facile d'accès. Donc, go les bibliothèques Oui, oui, oui. vivantes et go l'arpentage en bibliothèque. Oui, oui. C'est le mot de la fin. Voilà, Gaëlle, tu as déjà des inscrits pour la formation que tu feras l'année prochaine. Ah oui, bon, ok. Je vais donc la programmer.